présent, on va écouter Hans Steenbergen. Hans est hollandais. C'est un aventurier explorateur. Il parcourt le monde. Là, il revient du Japon juste après nous. Il part aux États-Unis. Et il fait escale à Graz pour nous amener le monde dans notre assiette. Donc son métier, c'est vraiment d'aller chercher les inspirations à travers le monde. Il a créé Food Inspiration, un magazine en ligne, et il y a toutes des communautés, des événements qu'il organise régulièrement. Ce qui nous a intéressé dans son approche, c'est vraiment de prendre le pouls du monde, d'aller voir ce qui se passe et de voir l'alimentation autrement dans ses dimensions démographiques, culturelles. Mais je lui laisse la parole, il va en parler mieux que moi avec son émerveillement qui est assez caractéristique, comme quand on découvre un nouveau pays, un nouveau plat. Voilà. Thank you very much. Well, I'm sorry? Yeah. Yeah, but I need some paper. Yeah, I like. J'ai besoin de mes papiers, monsieur. Donc ça, voilà, ça vous va si je suis là, vous me voyez, donc c'est bon, ok. Merci. Donc je vais m'adresser à vous en anglais. Je suis désolé, mon français n'est pas suffisant pour vous parler dans cette belle langue. Mais j'ai un complément pour les interprètes. Merci monsieur. J'avais le casque il y a quelques minutes et monsieur dit que nous faisons un bon travail. Je n'irai pas trop vite, dit-il, et nous allons essayer de continuer à faire un bon travail. Donc je voudrais partager quelques histoires avec vous. Mais tout d'abord, je voudrais me présenter un petit peu. Je m'appelle Hans. J'ai 55 ans. J'ai étudié la philosophie, la littérature et le cinéma à l'université d'Amsterdam. Donc c'est une grande ville, très belle ville que vous connaissez sans doute. Et j'ai commencé à travailler dans le journalisme pour la télévision nationale d'abord et ensuite j'ai commencé à travailler avec une grande entreprise qui s'appelait Ridansver. Et là j'étais éditeur en chef éditeur d'un magazine portant sur l'hôtellerie, la cuisine, les grands restaurants. Et il y a 6 ans, j'ai complètement changé mon destin, en fait. Et j'ai commencé à devenir entrepreneur moi-même. Et j'ai fait quelque chose de complètement nouveau. J'ai démarré un magazine en ligne qui s'appelle Food Inspiration. Et j'ai organisé des événements tels que le vôtre, par exemple. Simplement, nous avons eu 1 millier de personnes déjà qui, donc... Mais vous commencez. Mais je suis certain que d'ici 5 ans, vous aurez 1000 personnes également, parce que c'est un très bel événement. Je vous félicite et vous remercier pour cette invitation. Donc, pourquoi est-ce que je me promène dans le monde entier et pourquoi est-ce que j'essaie d'inspirer les professionnels de la nourriture, les grands chefs, les restaurateurs, les propriétaires de lieux de restauration. Donc, j'aime les gens créatifs en nourriture. Tout simplement parce que ce n'est pas seulement de l'économie qui est en jeu là. Lorsque vous avez un restaurant, et que vous êtes un chef, c'est pas seulement de l'économie, mais c'est de servir les gens un bon repas. Un bon repas établit le lien entre les gens et un bon repas établit le lien encore avec la nature, les saisons et bien sûr, encore une fois, vous êtes en contact avec vous avez un lien avec les producteurs, les agriculteurs, parce que là, on a perdu quelque chose dans ces temps modernes. Nous avons perdu beaucoup de choses et je vois beaucoup de gens lorsque je voyage à New York ou à San Francisco ou à Berlin, à Londres ou en Asie, par exemple, et beaucoup de gens modernes, entre guillemets, se sentent déconnectés. Il y a un lien qui a été rompu entre eux et avec la nature et les saisons. Et ils ont parfois le sentiment d'être seuls. Et c'est difficile également parce qu'il y a énormément de concurrence. Vous savez, il faut être vraiment tous les jours être au top, entre guillemets, pour gagner votre vie. Aujourd'hui, il y a une concurrence terrible. Et donc, ceci induit du stress. Et le restaurant, de ce fait, devient un lieu sacré, un lieu de paix, où vous pouvez véritablement nourrir et donner ce qu'il y a de plus plaisant dans la vie humaine, c'est-à-dire c'est de l'empathie. Vous pouvez rentrer dans l'empathie, la capacité à comprendre, sentir ce que ressent une autre personne et de le partager. Et ça, c'est ce que doit se faire dans un restaurant. Et véritablement, moi, si je peux servir ces gens qui servent
servent d'autres gens, alors pour moi, je suis dans mon élément. Donc, je voyage dans le monde entier et... Bon. Vous voulez que je fasse ceci? Vous avez besoin... j'ai des notes, parce que normalement, j'utilise pas les notes, mais c'était une chose importante. Donc j'ai des... Voilà, alors, voici, l'inspiration comme un aimant. Nous allons une inspiration visuelle. J'ai beaucoup de films, de vidéos, d'images, etc. pour vous montrer ce qui se passe dans le monde, mais je ne vais pas parler des grands changements qui se produisent. Donc simplement, voici ce que j'ai des images. Donc on a les Flamands, enfin dans les Allemands, les Hollandais, les Français, les food et la nourriture, la responsabilité, la nourriture et tendance, vous allez à foodinspiration.com. Je vais parler du new foodisme, de la nouvelle alimentation. C'est quelque chose que je vois. Beaucoup de gens aujourd'hui sont fatigués de la manière dont on produit et on consomme notre nourriture. Ce qui est sans esprit, c'est du rapide et ils veulent changer leur attitude, leur comportement et la façon dont les choses sont produites et consommées. Donc, parce que voici la façon dont c'est fait aujourd'hui. C'est une image ici d'un supermarché aux États-Unis. Regardez. Donc, vous voyez, c'est de la nourriture industrielle, emballée, trop de graisse, de sucre, de sel et de calories et burk. Donc, et c'est un problème. Et donc, c'est un gros problème. Et vous pensez que quel type de progrès trouve-t-on dans ces supermarchés? Regardez, le type de food, j'en ai 6, ce que j'appelle les Frankenfood, la série de Frankenstein, donc la nourriture de Frankenstein. Donc regardez ici, c'est du bacon en genre de mayonnaise. Pourquoi utiliser du bacon vrai quand on peut simplement le mettre comme une espèce de crème et vous mettez sur un burger? Ça a été développé par Marcus Ford, ça a été marketisé, il y a beaucoup d'argent et c'est supposé être plus facile et a le même goût. Donc voilà, du squeeze bacon. Et alors, bon, ben voilà. Et si vous allez faire de la randonnée, n'importe où, vous prenez ceci avec vous. Ça, c'est un cheeseburger dans une boîte. Vous pouvez le garder pendant 3 ans. La bonne nouvelle, vous savez quoi? Non seulement c'est un burger dedans, mais également il y a le pain. Donc le cheeseburger dans une boîte. Et ça, le fromage facile, qui a jamais vu une vache de sa vie. Mais ça s'appelle fromage facile. Et celui-ci, regardez ça, ça n'a rien avec du fromage, mais c'est utilisé dans l'industrie de la pizza, par exemple. Ça, c'est un autre... c'est une solution pour les végétariens, mais regardez, quand si vous êtes végétarien et un repas de famille, vous pouvez avoir une dinde végétarienne. C'est intéressant, ça. Et donc, cette nourriture de Frankenstein, regardez ça, ça c'est un poulet en boîte, et regardez, là, voilà. Ça, donc en fait, il y a une base et c'est ce que les gens font. Et donc ça, c'était à Vegas aux États-Unis. Je voyage partout, comme je vous l'ai dit. Et donc ici, là, je suis allé c'est un endroit où je ne veux pas critiquer l'Amérique parce que j'adore ce pays, j'adore les États-Unis. Dit monsieur, je les ai visités souvent, mais j'utilise ça comme métaphore pour vous montrer où on est complètement perdu lorsqu'on en vient de la nourriture. Voilà. Ça, regardez, ça c'est tous les gens qui pèsent plus de 125 kilos, vous avez un repas gratuit. Regardez, vous allez là, on prend votre pression artérielle et ensuite vous pouvez vous asseoir. Et là, je me suis assis et j'avais une vidéo. Regardez, c'est sous-titré en anglais. J'espère que vous pourrez suivre. Je vais essayer de vous le lire d'ici. Et peut-être que si on arrive à voir la vidéo, on va essayer de vous aider. Si je vois l'image. Donc, les images parlent d'elles-mêmes, croyez-moi. Parce que le grand défi que je me suis posé, c'était de manger avec les infirmières qui vous servent, avec les plus gros hamburgers du monde. Regardez. Voilà. Je suis à Las Vegas. Et donc c'est un concept de hamburger, donc c'est ce qu'on appelle le steak de crise cardiaque, vous voyez. Donc vous avez, je suis désolé, je n'arrive pas à lire les sous-titres. Donc on vous montre le personnel ici qui vous assiste. Vous pouvez peut-être. Je suis désolé, voilà. On vous dit ici que vous devez payer en cash parce que vous risquez de tomber dans les pommes ou d'avoir une crise cardiaque. Donc voilà. Donc
Voilà, regardez, voilà, voici, regardez, 8000 calories dans un hamburger, 8000 calories dans un hamburger, regardez, voilà. Regardez, voilà, ça c'est ce qu'on vous donne. Voilà, regardez les frites, regardez la graisse dans ces frites. Voilà, c'est du cholestérol en barre et c'est de la graisse animale, hein, soyons bien clairs. Et voilà, regardez, donc. C'est assez répugnant, dit monsieur, vous voyez, donc regardez. Nou, dit heeft dus niks meer met duurzaamheid te maken. Dit heeft ook niks met gezondheid te maken. Maar eigenlijk alles wat fout is, gewoon goed maken. En, voilà, donc je suis supposé prendre ça, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais bon, voilà, nous y voici. Voilà, ça c'est le défi, mesdames et messieurs, c'est voilà, regardez, là, il faut que j'arrive à prendre ça et à le manger. Voilà, vous voyez, c'est rigolo. Voilà. Voilà, c'est là maintenant, c'est où on a une grande bouche, on le fait par morceaux, mais bon, voilà. N'essayez pas chez vous, hein. Et ne le dites rien à mes enfants. Donc voilà, bon, mais voilà, donc l'Amérique est partie dans la mauvaise direction. Regardez, leur régime alimentaire est absolument épouvantable au niveau cholestérique, sel, sucre, trop de graisse et trop de protéines animales. Et voici les cartes, la pandémie d'obésité, aux États-Unis. Je ne vais plus parler d'obésité, mais je vais parler de la globésité parce que ça devient maintenant un problème mondial. Donc ici, nous devons changer quelque chose, bien entendu, parce que c'est véritablement. Si nous continuons comme ceci, c'est l'étape suivante de l'évolution. Vous la voyez ici, voilà, c'est ce que nous allons finir par devenir. Donc, c'est la mauvaise méthode de fonctionnement. Il y a un exemple, regardez ici. Ça, c'est Michael Pollan. Michael Pollan est un écrivain new-yorkais qui écrit beaucoup sur la nourriture. Donc il a... Donc, vous voyez, il dit que quelque chose a changé et que vraiment il faut arriver à des solutions. Au Danemark, par exemple, voici, on a supposé avoir les meilleurs restaurants du monde, Noma. Ça fait 4 fois de suite que ce restaurant est considéré comme le meilleur restaurant du monde. C'est un chef danois qui s'appelle René Redzepi et il fait des choses différemment. Il y a 10 ans, il a commencé il a ouvert ce restaurant et il a rédigé un manifeste nordique en disant qu'il fallait changer le régime alimentaire. Il faut absolument changer le régime alimentaire parce qu'on se comporte mal. Et les chefs, les grands cuisiniers peuvent être véritablement les leaders. Et il a commencé à créer une nouvelle cuisine qui repose sur des produits locaux. Donc, vous pouvez réfléchir à Floss. FLO2S. Donc, c'est des produits durables, biologiques, frais, saisonniers. Donc, c'est un artiste, pratiquement, et il ne fait pas comme on a avec la cuisine moléculaire du cuisinier catalan, vous savez, qui avait un grand restaurant où il faisait la cuisine moléculaire. Mais lui, il était dans la transformation alimentaire. Et René, lui, en fait, il parle de la pureté de l'ingrédient. Lui, il travaille sur l'ingrédient. Et il est également très drôle. Je vais vous montrer ce que j'ai eu pour le repas. J'ai eu un repas de 12 plats. Donc ça, c'était un premier amuse-gueule, 12 appétits. Regardez, donc j'étais un petit peu surpris par ce truc. Mais qu'est-ce qu'il y a là? C'était déjà là sur la table. Et donc, en verre, c'est du pain. C'est des petits bâtons de pain. Et le truc, c'est de trouver le bon bâton de pain. Sinon, vous avez un vrai problème pour le mâcher, croyez-moi. Voici le deuxième, c'est une mousse de forêt qui a été nettoyée, récoltée. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la cuisine, vous voyez, très traditionnelle, très, voilà, encore une fois. Le reste, je n'ai mangé que de la mousse de Rennes, en fait. Et ensuite, vous me voyez avec des poireaux, regardez. Et donc, est-ce que je suis content? Pas encore. Mais ensuite, après 12 repas, et 10, c'était des légumes, parce que le chef vous dit que la seule façon vraiment de présenter un menu. Donc, après ce repas, j'étais content. Croyez-moi, j'étais plein d'énergie. Donc, c'est vraiment tout à fait remarquable. Et voici les poireaux que j'ai eu. Regardez, le truc, c'est qu'en fait, il les prépare. Vous voyez, l'extrémité du poireau que normalement on coupe, lui, en fait, il le cuisine. Vous voyez, et ça, c'était tout à fait comestible et
tout à fait remarquable. Et vous regardez ici, vous voyez, regardez, de toute façon, vous avez une technique d'assaisonnement qu'il utilise, parce que ce que je veux utiliser avec vous, c'est des points importants que j'ai donc acquis. Et donc, ils ont de la nourriture tout à fait fraîche du jour. Voilà, ça c'est Voilà, je ne sais pas si vous voyez la crevette là, ici, voilà la petite crevette, voilà, c'est ce qui vous sert également au restaurant, des petites crevettes que vous allez manger vivantes, youpi. Ah, ben la crevette elle est moins contente, mais voilà, bon, vous mangez la crevette, voilà, bon, c'est bien. Voilà, faut bien mâcher. Faut bien mâcher, sinon la crevette elle a une panne du sens de l'humour, mais voilà, c'est bon, c'est... Donc voilà, donc voilà, vous voyez, donc c'est le genre de repas. Donc les gens qui vous posent des questions, en raison des grands problèmes, donc c'est donc vous voyez, on veut de la transparence. Ces producteurs de nourriture ne font pas confiance à la télévision, au marketing, au gouvernement. Mais la seule réponse, c'est d'être honnête sur ce qui est dans la nourriture et d'où est-ce qu'elle vient. Donc ça, c'est ce que véritablement, c'est ce que les gens veulent savoir. Donc, et il est intéressant de voir qu'une génération plus grande veut changer l'industrie alimentaire. Alors, Ray Resvay est un fantastique photographe et c'est un des artistes les plus extraordinaires que je connais. Alors j'ai dit, est-ce que vous pouvez éventuellement représenter les jeunes et leur nourriture? Alors voici la série. Alors voilà Denis et il dit, je suis ce que je mange. Et là c'est Daphné et elle veut des produits artisanaux, une expérience artisanale, quelque chose de vrai. Alors lui, il veut donc quelque chose de stable, facile et pas cher. Alors ça, c'est un étudiant, ils n'ont pas toujours l'argent nécessaire, mais ils y pensent quand même, ils réfléchissent à la nourriture. Ça, c'est Margie qui veut des produits locaux, qui ont du goût, qui soient bio. Et ces jeunes nous amènent vers une nouvelle ère où il y aura un énorme changement, parce que eux, ce qu'ils pensent, leur génération n'est plus axée sur le produit en tant que tel, ou les possessions, ou d'avoir une maison, une voiture qui vont vous donner un certain statut. Non, ce qui les intéresse, c'est l'expérience et le partage d'expériences. Donc, ce sont les nouveaux hommes et femmes de l'économie du partage. Alors, on va passer donc des systèmes alimentaires locaux, donc globaux, internationaux, aux systèmes alimentaires locaux. Alors, ça, c'est en protestation contre les systèmes alimentaires qui sont mauvais pour les communautés, mauvais pour la santé et mauvais pour le business. En fin de compte, et on passe à des systèmes de nourriture locaux. Alors on voit maintenant ce qu'on appelle le farmer tier, et c'est un fermier qui est aussi un spécialiste en marketing. Donc il ne fait pas que produire tel ou tel produit, mais il raconte aussi une histoire, et il est là aussi pour éduquer les jeunes et pour leur parler des secrets, des techniques des aliments et de comment les cuire. Alors ça, c'est quelqu'un aux États-Unis de la côte ouest. Alors je suis allé le voir, Gareth, c'est un type super, et c'est lui qu'il faut aller voir. Et alors il y a donc c'est vraiment un agriculteur qui fait vraiment les choses comme il faut le faire. Alors je vais vous montrer donc un film de global à local, c'est ça la tendance. Alors nous avons organisé cette manifestation tout seul au mois de juillet, et ça aux Pays-Bas. Alors comme vous pouvez le voir, c'était donc un festival food de la ferme à la fourchette. Et on voulait reconnecter les gens par des expériences qui avaient un sens. On voulait reconnecter les gens avec leurs producteurs locaux, et on voulait justement apprendre aux gens comment faire du pain et fermenter des légumes. Ça, c'est une tendance donc à Londres et la cuisine péruvienne, et qui est très axée sur la fermentation des légumes. On veut aussi apprendre aux gens ce que c'est de goûter les aliments et la science derrière le goût, et qui peut aussi contribuer à apporter une expérience de partage. Et nous sommes concentrés sur des aliments qui ne sont pas transformés, qui sont purs, et où il n'y a pas de marketing, parce que le producteur n'a pas l'argent pour payer une agence de marketing. Alors regardez un peu l'atmosphère. On y est allé en vélo, et on est allé rendre visite aux producteurs, et c'était un sentiment un
petit peu comme les années 60. Alors moi, je suis né en 1959, mais j'avais 16 ans dans les années 70 et je me sentais un peu chez moi. Alors tout le monde a pris à apporter un produit de chez lui à la table. Et de tous les produits, il y a les chefs qui ont cuisiné à dîner, nous avons partagé. Il y avait un sens à tout cela. Et tout le monde était vraiment il y avait un moment, ils étaient tous touchés un peu comme une grâce, la grâce. Et c'était une expérience avec un sens, avec des gens qu'on rencontre, qu'on aime, qu'on apprend à connaître. Et c'est vrai que les jeunes sont en train de changer le monde et ce sont les gens qui ont une passion qui changent le monde. Et c'est ceux justement, qui vont justement préparer le café différemment ou la bière, pour ceux qui aiment la bière dans cette salle, n'est-ce pas? Et donc ces jeunes, ils sont partout, San Francisco, New York, Berlin, Copenhague, Stockholm, et Amsterdam, Anvers, Bruxelles. Et donc ils sont là et ils s'expriment, ils parlent haut et fort, ils disent il faut changer le système actuel, c'est pas le bon. Et de nouveau, ils veulent faire quelque chose, ils sont dans l'artisanat, ils veulent pouvoir contrôler le processus du début à la fin lorsque vous servez une bonne tasse de café au client. Alors voilà, ces gens-là qui ont l'air un petit peu bizarres et qui ils disent allez, il faut s'amuser parce que le restaurant c'est un lieu où on sert pas seulement de la nourriture mais aussi une ambiance. Alors nous vivons dans un monde où les traditions sont en train d'être réinventées, où les jeunes vont voir leurs grands-parents et ils vont pas voir leurs parents, non, ils vont voir les grands-parents et ils leur demandent comment est-ce que vous faisiez vous à votre époque, et ils réinventent les traditions ancestrales mais d'une façon beaucoup plus cool, moderne, tendance pour les membres de leur génération. Alors j'ai un petit film, donc Tradition 2.0, et je vais vous le traduire de façon spontanée, et c'est le thème pour notre prochain événement où plus d'1 millier de personnes sont attendues. Alors regardez un petit peu. Donc on réinvente les traditions, les jeunes. Alors ça y est, les jeunes se remettent à réfléchir à refaire les choses. La tradition, c'est mode. Et de nouveau, de l'artisanat, ça devient cool à nouveau. Alors, il faut travailler de nouveau avec nos mains. Alors, nous adorons les imperfections, on déteste la normalisation, on aime faire notre propre café. Et de nouveau, de brasser notre bière d'une façon bien particulière. Nous voulons apprendre à faire du pain à nouveau. Et la fermentation des légumes. Et même de nouveau et aussi découper la viande comme le faisaient nos ancêtres, mais d'une façon moderne. Pourquoi? Parce que ça donne une satisfaction profonde et on peut même créer un business. Donc il est temps de réinventer les traditions, mesdames, messieurs. Il est temps de penser à l'avenir, mais peut-être aussi revenir vers le passé avec ces nouvelles personnes, ces nouveaux héros pour qui c'est le goût qui importe. Bon. Alors, je vais maintenant partager une autre histoire avec le laboratoire Innovation Google pour l'expérience alimentaire. J'en fais partie de ce laboratoire Innovation Google. Alors, c'est un groupe de personnes. On est à peu près 60, 70, donc composé de scientifiques de partout les coins du monde, des États-Unis, d'Asie. Il y a aussi des chefs, des consultants, des agriculteurs et des consultants alimentaires. Ça fait 2 ans que nous réfléchissons à l'avenir de l'alimentation et de nouveau dans un monde de l'entreprise. Alors pourquoi Google? Parce que Google est en train de changer le monde. Et donc l'orateur précédent était en train de nous dire à quelle vitesse change le monde et c'est impressionnant. Et c'est une nouvelle ère dans laquelle nous entrons. La technologie, l'innovation de la technologie, la mondialisation est en train de changer notre monde à une vitesse qui n'a jamais été vue et depuis l'industrialisation. Et Google invente
participent à l'invention de ce futur, mais leurs employés comptent pour eux. Et ça, c'est vrai. Et ce qui est important pour eux aussi, c'est l'alimentation et l'expérience. Alors, l'Amérique est souvent pionnier dans de nombreux domaines, mais là, les États-Unis font une énorme erreur quand il s'agit de se nourrir, parce que les gens donc sont sous une pression telle, et au niveau du temps, en Californie, ils font plus la cuisine. Et il y a un groupe qui fait partie du laboratoire innovation Google qui essaye de stimuler les Googlers, les utilisateurs de Google, d'au moins faire la cuisine une fois par mois et de partager un repas tous ensemble avec la famille. Et quand je vous dis cela, vous vous dites, oh, alors ça c'est pas la France. Et vous avez encore quelque chose que vous n'avez pas perdu. Vous avez cette culture de la nourriture. Vous partagez encore un repas avec les gens de votre famille. Vous faites la cuisine et ça c'est fantastique. Et ça c'est quelque chose que vous voulez pas perdre. Et ça vous voulez pas le perdre parce que c'est ça qui va inspirer les générations futures. Et Google réfléchit aux différentes cultures de la nourriture. Comment est-ce qu'on peut servir nos clients? Alors j'ai un petit film parce que j'y vais 2 ou 3 fois par année et je vais vous montrer ce qu'ils font avec la nourriture. Et le food, la nourriture, et il ne s'agit pas juste de nutrition, de nutriments. Non, il faut créer un lieu de travail où les gens peuvent se rencontrer les uns les autres de façon tout à fait spontanée. Ils appellent ça serendipity. Donc ces rencontres inattendues et qui créent quelque chose de nouveau. Et de nouveau, la nourriture est un facilitateur pour la créativité et la rencontre. Et c'est un petit peu, c'est hasard. Alors je vais vous montrer un film. Bienvenue. Something louder. Surrounded in this area here is about over 30 cafes that are serving breakfast, lunch, and dinner to our hungry users. Malheureusement, le son du film ne parvient pas à la cabine des interprètes, ce qui veut dire qu'on ne peut pas traduire. Nous en sommes désolés. Et comme les interprètes ne peuvent pas lire le néerlandais, les gens de différentes cultures, de différents milieux qui ne savent pas à côté de qui ils vont s'asseoir. Désolé, le son est très très faible. Apparemment des gens qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent justement autour d'une table. Nous sommes au cœur du campus, au Café Bio, qui a été créé il y a quelques années de cela. Et, alors ça, cette cafétéria est ouverte toute la journée, il y a des salades. Miam miam. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Café Slice, ce qui se traduit par tranche ou tranché. Et là, vous avez céleri, betterave, carottes, pommes. Et qui viennent, beaucoup viennent du potager à côté. Et ce qui est bien dans cette cafétéria Slice, c'est qu'il vous propose plusieurs entrées. Ce qui est vraiment très cool avec cet endroit, c'est que c'est ouvert toute la journée. Il y a des burritos, un bar à salade. C'est super. Alors il y a un code couleur sur le menu.
et qui font référence, les codes couleurs qui font référence à la pyramide des aliments. Alors, nous avons 11 cafés sur le campus et nous avons aussi ce qu'on appelle les micro-cuisines. Et on peut s'arrêter pour prendre un café, un bol de céréales, des fruits. Et on a aussi dans tous les bureaux, on a des points de vente pour... il y a aussi une piscine, un barbecue. Et voilà, ça c'est l'âge de Google, mesdames et messieurs. Donc une société qui invente le futur, mais qui est en train de réfléchir à comment se produit notre nourriture. Je pense que là, il y a espoir. Alors il y a un chef du nord de l'Italie. Nous sommes rendus dans son restaurant et il fait des choses extraordinaires. Vous savez, l'Italie est un pays qui a une tradition gastronomique bien ancrée. Et quand vous avez des traditions, et c'est difficile d'innover quand il y a cette tradition, parce que la tradition a tendance à retenir les gens. Et alors que ce chef-là est allé aux États-Unis, il est revenu et il a commencé à faire les choses différemment. Alors vous entendez donc la musique de Miles Davis. Et vous pensez jazz, forcément. Je pense que le jazz, c'est un peu une métaphore qui nous conduit à comprendre comment il faut se comporter aujourd'hui. Il faut improviser. Alors le monde change à telle vitesse. Et il ne faut pas ces structures solides, ces plans solides et des choses très définies. Non, il faut être agile, souple, agir, réagir. Il faut être rapide. Et il faut être innovant. Et ce chef, eh bien, il fait son dessert là, à la table même. La préparation à table, et pas la préparation sur table, bien sûr. Et tous les soirs, il crée donc des œuvres d'art. Et chaque soir, ça change. Et il est inspiré par l'ambiance, les gens, les ingrédients qu'il a, que ce soit du chocolat, des fruits. Et voici ce qu'il compose. Ça, c'est chef Tio. Alors, on va le laisser nous guider dans l'avenir. Alors, et de nouveau, il y a l'avenir et il y a le passé. Il faut changer notre système. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On a voyagé pendant 20 minutes. Alors peut-être qu'Éric a un dessin, 3 dessins.